On ne pouvait pas imaginer ce colloque sans aborder le sujet de la santé des abeilles. C'était absolument inimaginable. Et donc, c'est le moment de l'aborder avec d'un côté Axel qui va plutôt nous témoigner de la santé des ruches et puis de l'autre côté Fabien qui va nous parler plutôt de la santé des cultures. Donc merci à vous de nous avoir rejoints. Stéphanie, je te laisse poser des questions. Merci Axel. Donc comment avoir des abeilles en pleine forme, comment bien protéger ces ruches? Nous allons en parler avec l'autre Axel, donc de Courty. Donc Axel de Courty, vous êtes directeur scientifique et technique de l'ITSAP, donc l'Institut scientifique de l'abeille, et vous êtes responsable de l'unité mixte d'Avignon-Prades, protection des abeilles dans l'environnement. Donc vous allez d'abord nous présenter les menaces qui pèsent sur l'abeille domestique. Effectivement, donc j'ai une première diapo qui dresse un petit peu le panel des menaces qui touchent l'abeille domestique aujourd'hui. Donc de façon assez classique, vous avez les menaces dites biologiques, en haut à droite, avec le frelon asiatique dont on parle beaucoup, qui est arrivé au début des années 2000. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de moyens de lutte dont l'efficacité est validée scientifiquement. On y travaille. Ensuite, vous avez Varroa, qui est un acarien qui est arrivé dans les années 80 et qui maintenant infeste toutes les colonies du territoire. On en reparlera largement. Malheureusement, ce Varroa est également vecteur de nombreux virus. Donc on compte à peu près 14 virus chez l'abeille et Varroa serait le vecteur de 5 virus aujourd'hui. Et puis aussi des champignons, notamment du genre Nosema que l'on retrouve largement dans nos colonies d'abeilles. Ensuite, vous avez bien sûr les pressions chimiques liées. Là ici, vous avez une photo illustrant les pesticides. Il faut savoir aussi que les apiculteurs eux-mêmes utilisent des produits chimiques pour lutter contre Varroa, justement. Et donc, on peut retrouver des polluants aussi dans l'alimentation, ces polluants dans l'alimentation de l'abeille. Et puis, les ressources alimentaires, on en a largement parlé. Je reparlerai, les problèmes de disette, d'irrégularité. Et puis, les changements climatiques qui vont potentialiser tout ça. Voilà. Est-ce qu'on peut hiérarchiser ces menaces ? Et selon vous, la question revient souvent. Malheureusement, on est assez démunis pour hiérarchiser. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, une abeille qui naît sur notre territoire va à coup sûr, au cours de sa vie, croiser 3 menaces. La menace Varroa, qui en plus transmet des virus. La menace chimique, on en reparlera. Et une irrégularité de l'alimentation. À coup sûr, elle va vivre ces 3 menaces. Et ces 3 menaces vont agir en interaction pour entraîner des effets en cascade. Donc voilà, vous voyez, je ne hiérarchise pas, mais on sait qu'il y a des menaces incontournables. Donc quels sont les moyens aux apiculteurs pour lutter contre ces menaces ? Alors, on verra qu'on peut essayer de réduire les menaces, mais aussi l'apiculture a changé. C'est-à-dire que face à ces pertes dont on a parlé, on n'a pas parlé des variations de production aussi. Les apiculteurs ont des très fortes variations de production de miel. France Agrimaire a un observatoire. Par exemple, en 2014, en rendement moyen, on devait être à 14 kg par ruche au niveau national. Et l'année d'après, on était à 30. Donc on voit bien que ces menaces-là jouent aussi sur les productions et l'affaiblissement des colonies. Dure vie que celle de l'abeille. Donc on va parler d'une de ses principales menaces, Varroa. Alors oui, le réseau R&D avec les ADA, les associations de développement apicole, on se concentre énormément sur ce parasite-là. C'est presque le seul moyen, vous l'avez compris, pour faire baisser la menace des dangers biologiques. On essaye d'identifier mieux l'impact. Donc ici, vous avez par exemple un résultat que l'on a eu en région du centre de la France, avec une diminution du taux de survie des colonies d'abeilles en fonction de l'infestation des colonies à l'automne contre Varroa. Donc ça, on n'est pas les seuls à démontrer. C'est vraiment un facteur majeur de perte des colonies pendant l'hiver, mais aussi de rendement, on l'oublie. On diminue aussi les rendements de miel pendant l'été avec l'infestation de Varroa. Alors on joue bien sûr aussi sur comment évaluer l'état de développement des colonies et comment mieux connaître la pression de Varroa. Donc on développe des méthodes comme Coleval, Vareval,
allez voir sur Internet si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces méthodes-là, qui permettent de mieux objectiver l'état de développement des colonies dans notre réseau et aussi de mieux connaître l'infestation de varroa. Et on transfère des méthodes auprès des apiculteurs pour qu'ils contrôlent mieux l'infestation de leurs colonies, qui permet ensuite, bien sûr, d'intervenir de façon plus pertinente sur ce parasite. Et dernière chose, évidemment, on cherche des solutions. Donc, par exemple, il y a 12 médicaments homologués aujourd'hui qui ont tous été testés par le réseau R&D, donc on connaît leur efficacité. Et il y a une solution qui est prometteuse, mais qui n'est pas encore disponible pour les apiculteurs, c'est des abeilles qui seraient naturellement résistantes à varroa. Donc on voit bien l'intérêt de se passer de la chimie pour lutter contre ce parasite. Et on travaille à l'UMT Prades à Avignon beaucoup sur cette solution-là. Et elle pourrait être disponible pour quand, cette solution ? Alors, on a un gros projet là qui va se terminer dans 1 an et demi. Alors, il y a plusieurs pistes. Hein. Il y a comment détecter la résistance des abeilles à varroa. Donc là-dessus, on mise sur 2 pistes. Une piste INRA qui est plutôt avec des odeurs, utiliser des odeurs pour détecter ce comportement de résistance à varroa. Donc là, il y a un brevet qui est en cours. Et la deuxième piste, c'est chercher des marqueurs moléculaires. Hein. Donc là, c'est une coopérative qui s'appelle Evolution Labogena qui cherche des marqueurs moléculaires. Donc, vous voyez, je ne réponds pas à la question. Donc, en gros, on estime que dans les 2 ans à 3 ans, on devrait pouvoir avoir des méthodes à tester sur le terrain. Et très rapidement, si on reste sur les parasites de l'abeille, on n'a pas parlé de Aetina tumida. Est-ce que c'est sérieux, pas sérieux, cette menace de oui, c'est très très sérieux, puisque ce parasite-là, donc l'Europe est indemne de ce parasite-là. Malheureusement, il était arrivé en Italie il y a quelques années, en 2014. Voilà, visiblement, l'infestation a été, la progression du parasite a été enrayée en Italie. Mais c'est un nouveau parasite qui peut arriver à n'importe quel moment sur le territoire. On a des solutions contre ? Non. Pas, beaucoup de prophylaxie. Voilà. On a de la prophylaxie qui existe dans les pays non indemnes. On va parler des périodes de disette maintenant. Oui, alors on en a déjà parlé. Donc la prochaine diapositive, s'il vous plaît. On voit bien avec la courbe en vert le nombre d'abeilles qui évoluent au cours de la saison en zone de grande culture. Donc ça, c'est l'observatoire Ecobi. Et puis en rouge, vous avez les ressources disponibles et les réserves pour ces abeilles. On voit tout de suite où est le problème, puisque le pic démographique, c'est-à-dire là où il y a plus de bouches à nourrir, eh bien, on est au moment où il y a moins de réserves. Donc, en gros, on est entre la floraison du colza et du tournesol. Les 2 petits pics, hein, le premier c'est le colza et le deuxième c'est tournesol. On l'a largement dit. Hein. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au niveau national, là encore sur les chiffres de France Agrimaire, ces 2 mielés de colza et mielés de tournesol, c'est 27% à peu près de la production en tonnage des miels français. Hein. Donc voilà, donc il y a aussi un lien avec le marché du miel. Voilà. La prochaine diapo va... Et comment l'apiculteur peut influer sur ces périodes de disette ? Un peu... Alors, il peut nourrir. Hein, donc, malheureusement, il peut nourrir. Pourquoi il va nourrir ? Parce qu'en fait, ça a des répercussions directement sur le développement de ces colonies. On voit ici les ressources qui apportent, colza, on en a parlé, les haies pour le pollen, qui apportent des éléments en avril. Et ensuite, vous avez uniquement les adventices. Donc, le coquelicot a énormément d'importance pour apporter de l'alimentation lors de cette période-là. Et ensuite, vous avez le tournesol et le maïs. Et le lierre qui est essentiel pour faire les réserves pendant l'hiver. Et en fait, là, j'ai mis les effets en cascade sur le développement des colonies. Quand une colonie subit la déplétion alimentaire au mois de mai, au mois de juin, ça se répercute directement sur le soin aux jeunes, c'est-à-dire les larves. Donc la colonie s'adapte et fait moins de larves, donc moins d'adultes. S'il y a moins d'adultes, il y a moins de butineuses en juillet. Et donc, s'il y a moins de butineuses, vous voyez qu'il y a moins de réserves qui sont stockées et donc plus de mortalité pendant l'hiver. Donc on voit vraiment des répercussions en cascade. À cela s'ajoute le pollen de maïs qui est très récolté par l'abeille et qui a une valeur nutritive faible.
Et donc là, les solutions pour l'apiculteur, c'est de nourrir, avec du sirop notamment, mais les leviers sont beaucoup du côté de l'agriculture, on le voit bien. Puisque en diversifiant les cultures, on va essayer de combler cette disette alimentaire au printemps, et on peut jouer aussi sur la disette alimentaire qu'on peut observer en zone de grande culture avant l'hiver. Et ça, on l'a prouvé avec les intercultures. Si les agriculteurs sèment une interculture après leurs céréales, donc voilà, ça pose des problèmes techniques, il faut que ça soit assez tôt, sur des sols frais, voilà. Mais si cette interculture arrive en floraison, on améliore la mortalité des colonies pendant l'hiver. Donc la balle est dans le camp des agriculteurs, un petit peu aussi sur le prochain... Pardon, j'ai dit l'inverse. On l'améliore. Ah, vous suivez. Donc la balle, effectivement, quand même dans le camp des agriculteurs, et aussi sur le prochain thème, les contaminants et notamment les produits phytosanitaires. Juste, bon voilà, on va finir sur les pesticides. Effectivement, on a un observatoire des résidus de pesticides à l'ITSAP, on coordonne cela. Donc, avec les ADA, on a des ruchers d'observation où on récolte le pollen, par exemple, ici, en 2014-2017, on a 893 échantillons de pollen que l'on analyse. Donc, on va chercher les résidus de pesticides dans ces pelotes de pollen. On est conventionné avec l'ANSES dans le cadre de la phytopharmacovigilance pour faire cela. La prochaine diapo montre le constat que l'on peut faire sur ces échantillons-là. En termes d'exposition de l'abeille, on a 75% des pollens avec une détection, 59% avec quantification. Le terme un peu important, c'est en rouge, la coexposition. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'abeille est finalement exposée à 4 résidus. Donc voilà, c'est ça la réalité de l'abeille aujourd'hui sur nos territoires, c'est de la coexposition. Et si on regarde les produits qu'on va retrouver, on a 41% de fongicides, 35% d'insecticides, et puis vous pouvez lire le reste. Et en termes, alors les apiculteurs, bien sûr, face à cette coexposition, nous posent la question de façon quasiment quotidienne sur mais est-ce que c'est grave, docteur, c'est quoi, est-ce que ça peut entamer le développement des colonies? On commence à avoir des travaux scientifiques qui montrent que effectivement, des effets cocktails, et même avec des fongicides, peut affecter la santé de l'abeille. Et ce qui est compliqué, c'est que l'effet des produits va être très dépendant aussi du contexte. C'est-à-dire qu'on montre que l'effet d'un insecticide va être aggravé, par exemple, par la complexité du paysage. Ici, vous avez le vol de retour à la ruche, qui est aggravé chez des abeilles exposées à un néonicotinoïde en fonction de la complexité du paysage, en fonction de la température, je ne l'ai pas mis aussi, et aussi en fonction, bien sûr, de l'infestation par varroa. Donc on voit que ça interagit, et c'est pour ça que sur le terrain, c'est très compliqué parfois, parce qu'on a des témoignages où tout va bien, et on a des témoignages où on peut avoir des affaiblissements liés aux produits. Alors justement, sur cette partie protection des plantes, l'ANSES a émis un avis, donc l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation et de l'environnement a émis un avis pour durcir la réglementation sur les produits phytosanitaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et votre perception, votre point de vue? Donc effectivement, l'avis de l'ANSES, il y a plein de gens qui ont dû lire l'avis de l'ANSES ici dans la salle. Il y a 3 points. Il y a tout d'abord faire évoluer les tests avant la mise sur le marché des pesticides, donc voilà, les renforcer. Deuxième point, vous savez que la mention abeille désigne, une fois que l'agriculteur peut utiliser le produit, désigne le fait que les produits qui ont la mention abeille peuvent être utilisés pendant la floraison, mais en dehors de la présence des butineuses. Et donc, pour protéger les butineuses, l'avis de l'ANSES dit qu'il faudrait traiter pendant la nuit, en gros, un traitement nocturne. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui, là, fait beaucoup discuter, c'est l'élargissement de cette réglementation aux fongicides, en herbicides. En d'autres termes, est-ce que demain, on va demander aux agriculteurs de ne pas mettre un fongicide sur une plante en fleurs?
Merci Axel pour cette intervention. Donc avec la question de la gestion de la protection phytosanitaire, la transition est toute faite avec les filières végétales. Oui, donc... je ne vais pas me priver, je vais poser la même question à Fabien Lagarde. Fabien, comment réagissez-vous à ce dernier avis de l'ANSES? Je t'en prie, tu as un micro qui est juste là. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, je vais quand même préciser parce que il y a peut-être des points à éclaircir sur ce que tu viens de dire. Alors d'abord, c'est un avis de l'ANSES et c'est des recommandations pour éviter et limiter au maximum l'impact des pratiques sur les pollinisateurs en général, l'abeille en particulier. Bon, voilà. Donc c'est pas des propositions pour apprendre telles quelles pour faire évoluer la réglementation. À tel point que d'ailleurs, à part l'élargissement et le gros scoop de l'avis qui a été rendu, on avait à peu près les mêmes éléments lorsqu'à l'époque, il y a déjà 7-8 ans, on a travaillé ensemble avec les apiculteurs et les agriculteurs sur les bonnes pratiques. Et notamment, on retrouve à peu près les mêmes éléments dans l'avis sur les périodes de présence plus ou moins intense des pollinisateurs sur les cultures en floraison. Donc, cette histoire de traiter en fin de journée, après la nuit ou en début de nuit, etc. Donc, on a eu l'occasion d'en débattre. Je pense qu'on va redébattre de ça. Il y aura peut-être à remettre sur le tapis, parce qu'on sait qu'il y a des plantes qui en floraison attirent plus ou moins les pollinisateurs. Donc la situation n'est quand même pas la même avec une plante qui attire énormément les pollinisateurs avec une plante qui les attire très peu. Et on va traiter ça de la même manière. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à prendre en compte. Donc il faudra rentrer dans le détail de tout ça. Donc, et le dernier point que je voulais préciser, c'est que l'élargissement aux fongicides, c'est pas pour ne pas traiter en floraison avec des fongicides. C'est faire les études ad hoc, qui n'existe pas à l'heure actuelle dans le cadre de l'homologation des fongicides, puisqu'on considère que sur un critère très généraliste au niveau de l'homologation actuellement, tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil, on se dispense de faire des études plus approfondies sur l'impact sur les pollinisateurs en particulier. Donc il faudra conduire ces études pour pouvoir avoir les dérogations d'utilisation en floraison sur ces produits-là. Mais je ne doute pas un instant qu'une fois ces études conduites, pour la quasi-totalité des fongicides, on aura ces dérogations, parce que c'est quand même pas des insecticides, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Bien, ceci dit, encore faut-il que ces études soient conduites, parce que si elles ne le sont pas, là, par contre, on ne pourra pas traiter avec. Voilà, alors l'avis de l'ANSES, encore une fois, c'est un avis, et qui a cherché à répondre à c'est comment je peux réduire le risque à néant sur les pollinisateurs. Inutile de vous dire qu'on ne fait plus grand-chose. Le meilleur moyen de régler le risque, c'est d'arrêter tous les produits phytosanitaires. Bon, je vous laisse imaginer la suite. Je pense que vous avez bien compris le message de Mais vous allez éliminer les cultures en même temps, donc on tourne en rond, quoi. si je pousse le bouchon jusqu'au bout, quoi. Et est-ce que tu peux revenir justement sur les évolutions réglementaires qui ont eu lieu ces dernières années et l'impact que ça peut avoir? Donc quand même, on n'est pas resté... Il faut quand même avoir une conscience forte que la réglementation a fortement évolué sur ces 10-15 dernières années. D'abord, concernant les insecticides, qui sont les premiers produits impactants sur les pollinisateurs, on parlait de néonicotinoïdes qui, dans les environnements complexes, parfois empêchent l'abeille de revenir à la ruche. Bon, vous n'êtes pas sans savoir maintenant que sur tournesol, depuis un nombre d'années maintenant en conséquence, c'est zéro utilisation de néonicotinoïdes sur la culture et on se gardera bien de demander à ce que ça revienne un jour. De toute façon, ils ont disparu maintenant. Mais enfin, bon, on avait quand même été très responsable au niveau de la filière. C'est-à-dire qu'on a dit banco, puisque ça pose problème, on va s'en passer et on va adapter les pratiques pour faire sans. Donc ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus. Sur colza, c'est interdit et il n'y en aura plus non plus, que ce soit en végétation, en traitement de semences, ça n'a pratiquement jamais été utilisé en France, une année. Et c'était utilisé pas en floraison sur le colza, à l'automne sur le colza, surtout pour les aspects pucerons et viroses, mais jamais au printemps pratiquement. Bon, donc il n'y a pas de néonicotinoïdes sur les oléoprotéagineux utilisés en France, et il n'y en a pratiquement jamais eu. Donc, quand même, gardez-le en tête. Et, au-delà de ça, on avait, donc pour les traitements en floraison, retenez quand même que les problématiques majeures que l'on a en floraison pour les oléoprotéagineux, c'est quand même la lutte contre les pucerons.
Et on avait des produits qui marchaient très bien, et Bruche et Plusson, enfin pour les protéagineux. On avait des produits qui étaient utilisés, qui marchaient très bien il y a une dizaine d'années. Avec le durcissement de la réglementation, pour éviter justement leurs aspects de dangerosité, y compris donc sur les pollinisateurs, mais ils nous ont été retirés parce qu'ils ne passaient pas la barre. Donc on ne les utilise plus. Et on utilise maintenant des produits qui passent la réglementation et donc qui sont moins, entre guillemets, sur le caractère danger intrinsèque. Alors, l'impact, c'est danger et exposition, qui fait les deux, qui donne la résultante de l'effet sur quelque chose d'indésirable. Bien. Donc, sur le critère danger, en gros, on a éliminé les produits les plus dangereux pour garder les moins dangereux en termes d'insecticides, ce qui ne va pas sans poser des problèmes pour les producteurs. Et donc c'est pour ça qu'on a mené l'action R2D2, c'est qu'on anticipe que dans 10-15 ans, on n'aura plus d'insecticides à se mettre sous la dent pour lutter contre les ravageurs. D'une part parce qu'on a de moins en moins de diversité de matières actives utilisables et que donc on génère des résistances, et que homologuer un insecticide qui marche et qui en même temps n'impacte pas les pollinisateurs, vous imaginez la difficulté quand même, à moins de sortir sur des choses complètement nouvelles. Donc on anticipe qu'on aura de moins en moins de solutions chimiques et que donc il faudra travailler pour s'en passer. D'où le projet R2D2. Il ne vous l'a pas dit très clairement, mais on aurait souhaité, d'entrée de jeu, se mettre en rupture et d'arrêter tout insecticide sur les grandes cultures. Et d'observer comment ça se régule et ça se met en place. Alors vous imaginez, quand vous dites ça à un agriculteur, quand même, c'est un peu raide. Et on n'avait pas les moyens financiers pour indemniser la prise de risque à son juste niveau, donc on va le faire progressivement. Voilà. D'ailleurs, je fais un appel au peuple, s'il y en a qui veulent financer la prise de risque, on est preneur, parce qu'on aimerait bien voir directement à quelle vitesse ça se met en place ces régulations avec tout ce qu'on a prévu de faire sur le paysage. On a abordé les sujets régaliens finalement, mais parmi les questionnements de l'ANSES, il y avait des questions de bon sens sur la manière de protéger l'abeille. Quels sont les messages que vous portez concrètement aujourd'hui et qu'il faudra donc maintenir, voire accentuer ces prochaines années? Voilà. Donc, à l'époque, quand on était tous autour de la table, apiculteurs, ANSES, Institut, et tous les instituts de grande culture, voire toutes les filières. Donc, je vous rappelle quand même la réglementation actuelle, ça fait doucement rigoler quand même, mais c'est celle-là. C'est pour les cultures en floraison, tous les produits phytosanitaires sont interdits, sauf, les insecticides, tous les insecticides sont interdits, sauf ceux pour lesquels il y a des études qui ont montré que, appliqués dans de bonnes conditions, l'impact sur les pollinisateurs est acceptable. Et donc, ils ont la dérogation. Donc, je dis, s'ils sont appliqués dans des conditions acceptables. Ça veut dire quoi, des conditions acceptables? C'est en absence de pollinisateurs sur la culture au moment du traitement. Vous êtes agriculteur, vous observez la culture, et nous on observe beaucoup pour voir s'il y a de la présence d'abeilles. On en voit en cherchant bien, la plupart du temps, une ou deux par plante ou par capitule, par mètre carré. Ce qui est vraiment très peu, c'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher beaucoup pour en voir. Donc on a l'impression qu'il n'y en a jamais. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, mais actuellement, il faut vraiment chercher pour les voir. Donc l'agriculteur qui est pas le grand spécialiste et qui va regarder comme ça rapidement, 4 heures de l'après-midi, il n'en voit pas. Donc ça ne lui pose pas de soucis. Il peut traiter, j'ai pas d'abeilles au moment du traitement. D'accord ? On sait que c'est faux. On sait qu'il y en a. Il y a des pollinisateurs, il y a des abeilles, mais il faut vraiment chercher fort pour les voir. J'insiste sur ce point. En l'absence de pollinisateurs, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir revoir parce que c'est pas applicable. Donc quelles sont les bonnes pratiques pour que, sans qu'on ait besoin d'observer s'il y a des pollinisateurs ou pas, on soit quasiment certain qu'il y en a très peu ou pas du tout. Donc on avait travaillé ce sujet-là, on s'était mis d'accord pour préserver à la fois l'aspect praticabilité pour les produits. Je vous rappelle également qu'il y a de plus en plus de fermes avec des grosses surfaces. Qui dit grosse surface dit salariés pour conduire les cultures. Qui dit salarié travaille de nuit. Quand on est salarié, je vous dis pas la réglementation respectée. Ça se fait pas comme ça. Et il y a des aspects sécurité au travail qui rentrent en ligne de compte. Quand on est agriculteur, exploitant et qu'on traite, la réglementation ne s'applique pas puisqu'on n'est pas salarié, on est patron. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais quand on est salarié, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc il a fallu gérer un petit peu ça. Et donc on était tombé d'accord pour, avec les apiculteurs,
retrouvé des pratiques et qu'on avait largement publiées dans le cadre de fiches, et vous en avez une ici, et toutes les filières avaient émis leurs fiches. Hein. Bon, en gros, on traite en début de nuit et après la nuit. Début de nuit, si les températures ne sont pas trop élevées, on ne s'est jamais mis d'accord complètement. Mais enfin, les observations montraient que plus la température baisse, et moins il y a de pollinisateurs en fin de journée sur les cultures. Et puis de toute façon que la dynamique des butineuses sur les cultures en fleurs, à partir des 2 heures qui précèdent la tombée de la nuit, il y en a quand même beaucoup moins. Il y en a, mais beaucoup moins qu'en pleine journée. Bon, on s'était mis d'accord sur des règles, on va les rouvrir le dossier, je pense, parce qu'on n'aura pas le choix. Et bon, pourquoi pas aller suivre l'avis de l'ANSES, à la réserve près que traiter la nuit quand on est salarié, c'est difficile. Voilà, c'est tout. Bon, merci Fabien pour ces propos très clairs. Merci à tous les deux d'avoir su traiter... Je voulais simplement dire qu'on a des propositions à faire également pour l'avenir, pour faire en sorte qu'on intensifie encore plus l'interaction entre apiculteurs et agriculteurs, et qu'on essaiera d'œuvrer dans ce domaine-là, parce qu'il faut poursuivre, on a besoin de travailler ensemble, et on ne peut pas s'ignorer. C'est pas possible. Merci pour tous les deux, cette démarche d'ouverture dont vous avez fait preuve. Et sur ce sujet délicat...